Bonjour à tous, bienvenue dans cette magnifique salle pour initier la première édition des dialogues de Turing autour des enjeux de l'IA. Donc la table ronde d'aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de construire une IA éthique et fiable, enjeux et perspectives. Avant de commencer à un petit peu se plonger dans le sujet, à faire un travail de définition des termes, je tiens à annoncer que cet événement est une première initiative du Centre pour la sécurité de l'IA, donc un projet issu d'Efficience, et donc c'est un centre dont je fais partie, je travaille aussi, qui a vocation à éclairer le dialogue public autour des enjeux de la sécurité de l'IA. Et donc voilà, on est très fiers de vous annoncer notre premier événement public ce soir. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet. Bien sûr, vous n'avez pas pu manquer les récentes avancées de l'IA, avec la vague que ChatGPT a annoncée et toutes les innovations suivantes autour de GPT-4. Il est important de prendre le temps de se remettre les idées autour de comment fonctionne le développement des IA. Donc ici, je présente un cycle assez simple en 4 étapes, qui commence d'abord par une récolte des données. Les modèles de langage tels que ChatGPT, c'est des corpus entiers. On peut considérer que presque tout Internet est contenu dans leur jeu d'entraînement. S'ensuit ensuite une phase d'entraînement du modèle qui demande beaucoup de ressources de calcul. Enfin, une phase d'évaluation du modèle pour finir par un déploiement et une myriade d'applications. Nous, les produits avec lesquels on interagit, c'est ceux qui sont passés par tout ce processus-là. Très bien. Précisons un petit peu les termes du sujet. Construire une IA éthique et fiable. D'abord, éthique. L'éthique, c'est l'ensemble des principes et valeurs morales qui guident nos actions en tant que société. Très bien, c'est la définition de travail qu'on va utiliser ce soir. Quant à fiable, fiable est un terme assez général, simplement la capacité à réaliser une tâche dans un cadre donné et spécifié. Et on va voir les liens qui existent entre ces deux termes. D'abord, plongeons-nous dans l'éthique, qui guide nos actions. Mais quelles actions? Ici, j'ai décomposé les actions en 3. D'abord, l'éthique des actions prises par les modèles. Ces modèles sont en charge de générer du texte ou de contrôler des agents, de s'assurer qu'elles correspondent à ces principes et valeurs morales qui nous sont propres à notre société. Mais les actions, ce n'est pas seulement les modèles qui les prennent, c'est aussi, en tant que société, quand on décide de l'intégration des applications d'IA en son sein. Et enfin, l'éthique du développement des IA. C'est un autre type d'action, comment orienter les investissements dans quelle branche de développement de l'IA. Je pense que c'est important souvent on met un point de focus sur le premier aspect, l'éthique des modèles, mais il est important de replacer les IA dans les processus socio-économiques dont elles font partie. Pour le premier, comment assurer ça? C'est par la mise en place de mesures de contrôle, de cahiers des charges. C'est un problème technique en somme. Le second, l'intégration des IA dans la société. Les enjeux sont des risques systémiques, tels que l'augmentation de cyberattaques, par exemple, la désinformation, donc c'est la discussion d'aujourd'hui. J'espère qu'on pourra creuser ces sujets-là, des restrictions économiques. Et enfin, l'éthique du développement des IA, et c'est important pour l'anticipation des impacts futurs. De l'éthique à la fiabilité, comment faisons le lien entre ces deux notions, les principes et valeurs propres à nos actions, et la fiabilité, la capacité à réaliser une tâche? On le fait en créant des cahiers des charges. Comme toute autre technologie, par exemple, on veut spécifier des contraintes que le système veut remplir, par exemple, ne pas révéler d'informations dangereuses comme la création de pathogènes, ou ne pas manipuler la vie de l'utilisateur. Pour assurer ce cahier des charges, tout une panoplie d'applications a été développée, de la racine au filtrage des données, le récolte de préférences humaines, l'entraînement du modèle qui utilise des techniques comme le RNHF ou le RNAIF, qui sont des techniques pour s'assurer que les générations des modèles de langage correspondent aux préférences des humains. Enfin, s'ensuit des phases d'évaluation du modèle une fois qu'il est entraîné pour s'assurer qu'il ne possède pas de vulnérabilité, donc avec les benchmarks, les rating, les évals. On va développer ces sujets-là dans la discussion. Et enfin, le déploiement avec le monitoring en temps réel et aussi des choix de déploiement comme l'open source ou l'accès protégé par des API. Pour les mesures de contrôle, c'est un problème technique sur lequel il y a beaucoup d'investissements en ce moment.
Par contre, pour la définition du cahier des charges, l'éthique de l'intégration dans la société ou le développement, il n'y a pas de réponse absolue. Certains modèles ont été proposés comme des modèles d'évaluation de risques systémiques qui sont encore balbutiants, des modèles de coordination internationale ou encore de concertation démocratique. Mais rien n'est figé actuellement pour répondre à ces enjeux-là. Et ces enjeux-là comportent de nombreux défis. D'abord, les IA qu'on utilise comme ChatGPT, les modèles de langage, sont des modèles généraux. Comment définir la tâche à accomplir? Or, c'est bien le cœur de la notion de fiabilité, la capacité à réaliser une tâche. C'est une technologie incertaine. Il est impossible d'avoir des garanties comme des marges de sécurité, comme par exemple c'est le cas dans l'aéronautique. Il y a le problème des boîtes noires, on ne sait pas comment fonctionnent ces modèles-là, et des capacités émergentes quand on met plus de puissance de calcul dans l'entraînement. Le système sociologique technologique dont elles font partie, comme on l'a vu avec les algorithmes de recommandation, est imprévisible. Il peut y avoir des boucles de rétroaction qui sont difficiles à anticiper. Et enfin, tous ces défis-là s'inscrivent dans une course à l'innovation qui présente de possibles ruptures technologiques, comme l'apparition de l'IA générative a été un exemple ces dernières années. Donc, tous ces enjeux-là, on a le plaisir aujourd'hui d'en discuter avec Charbel Raphaël Ségéry, présent ici, Vincent Corrul et Victor Storchan, qui participent à distance en visioconférence. D'abord, pour commencer, on peut faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Peut-être en commençant par toi, Charbel. Okay. Donc, je m'appelle Charbel Raphaël Ségéry. Jusqu'à présent, j'ai été du coup responsable du pôle sécurité de l'IA à l'efficience. Et je donne aussi un cours à l'ENS Paris-Saclay qui s'appelle Séminaire Turing, une introduction à la sécurité de l'intelligence artificielle. Et oui, j'ai des activités qui sont à la fois dans l'éducation, mais aussi un peu dans la recherche et dans la coordination de l'activité associative. Voilà pour l'essentiel. Quelques mots pour me présenter. Vincent, oui. Donc, je suis Vincent Corrul, je suis maître de conférence à la Sorbonne Université. Et ma recherche depuis ma thèse qui a eu lieu à Paris et même avant mon master aux États-Unis, depuis le début sur le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai exploré en particulier, pour rester dans les grandes thématiques, le domaine de l'apprentissage, du machine learning, appliqué à la modélisation de la créativité en particulier. Ce sont mes travaux de thèse et les années qui ont suivi. Et le grand domaine aussi des systèmes multi-agents. Je pense qu'ils vont être, les deux, du coup, vont être pertinents aujourd'hui quand on parle d'intégration dans la société et d'interaction entre différents agents et des agents qui peuvent être artificiels et humains. Donc ça, c'est une des thématiques qu'on explore beaucoup dans les systèmes multi-agents depuis 20-30 ans. Voilà. Et depuis 7-8 ans, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'éthique de l'IA, de la sécurité de l'IA, en particulier à travers une interaction avec le Center for Human Compatible AI à Berkeley, dont je suis membre affilié, chercheur affilié, depuis un séjour que j'ai passé là-bas il y a 5 ans. Merci. Et donc, merci à Efficient d'organiser ce dialogue, cette table ronde. Je pense que c'est un sujet qu'il est urgent d'aborder à plus grande échelle et je suis très content d'y participer. Merci. Et à toi, Victor, ça va être un test difficile à distance. Bonjour à tous. Bien, je suis navré avec vous en présentiel, mais ravi et merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, félicitations pour la création du Centre pour la sécurité de l'IA. Je pense que c'est très important qu'on ait cette petite initiative en France et qu'on discute de ces questions en France et même plus globalement en européen. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai commencé à rentrer dans le domaine de AI Safety. On ne parlait pas exactement avec ces termes à l'époque, mais en 2019, par le prisme vraiment de l'explicabilité. Chez JP Morgan, donc service financier regardait beaucoup les applications de fairness en IA et d'explicabilité. J'ai ensuite fait une startup sur l'évaluation
Et ensuite, plus récemment, chez Mozilla AI, qui est donc une nouvelle startup chez Mozilla, on a continué ces efforts d'évaluation et de mesurer un peu à la fois les risques et de quantifier les capacités de ces modèles. Donc, on pourra rentrer bien sûr dans les détails et puis ravi de faire partie de la conversation. Très bien, merci Victor. Donc, pour commencer, parmi le tour d'horizon que je vais te proposer, vous avez tous des centres d'expertise différents, pour vous, quels sont les plus grands défis que vous voyez pour assurer des répercussions positives du développement de l'IA sur la société? Par exemple, parmi le découpage que j'ai proposé de l'éthique en 3 grands axes, pour vous, c'est par exemple lesquels axes qui sont les plus grands défis pour peut-être commençons par toi, Victor. Oui, alors peut-être pour rentrer concrètement dans un exemple, j'ai beaucoup travaillé sur une expérience, disons, grande échelle, qui a duré bien 6 mois depuis la DEFCON, donc une conférence de cybersécurité à Las Vegas l'été dernier, où on a mis autour de la table plus de 2000 participants qui avaient pour objet d'essayer justement de casser un peu tous les modèles qui étaient fournis par les grands fournisseurs d'IA. Donc, et l'idée était vraiment de pouvoir quantifier, non pas de dire si un modèle peut être cassé ou pas, parce qu'en fait, en pratique, on se rend compte que pour l'instant, il peut toujours casser. Donc, on discutera certainement d'alignement de toutes ces techniques et des bénéfices et des limitations de ces techniques, mais disons que pour l'instant, à l'échelle du modèle, on n'a pas encore trouvé de technique qui puisse résoudre ce problème. Et donc la question plutôt qu'on s'est posée, je pense que c'est une question très intéressante qui nécessite encore de pouvoir être documentée, c'est celle d'établir un panorama sur l'industrie des modèles et des capacités de ces modèles à pouvoir au gap qui reste au gap qui reste l'écart qui nous reste à construire pour régler ces problèmes. Donc, typiquement, on a regardé selon différents sujets de désinformation politique, économique, criticale, pour pouvoir documenter et apporter une preuve un peu quantitative dans le débat public, vraiment en écrivant non pas un papier de recherche qui va finir sur l'archive, mais plutôt un espèce de rapport de transparence, un transparency report, ce que, par exemple, les réseaux sociaux faisaient beaucoup depuis 2015-2016 pour essayer de documenter leur effort à réduire ces problèmes, de prendre un peu ce même prisme pour les modèles et de pouvoir mettre ça à disposition de toutes les parties prenantes, notamment dans le débat public, pour pouvoir mettre ces arguments-là. Donc je pense que cette discussion, elle est très intéressante et très exigeante dans le sens où on discute beaucoup plus qu'avec juste la petite communauté de sécurité de l'IA, mais maintenant, une fois que ces modèles dépassent le cadre du laboratoire, on est obligé de parler avec beaucoup de parties prenantes. Et en fait, ce dialogue est très exigeant parce que ce sont différentes personnes qui ne parlent pas du tout la même langue, et donc ça nécessite de pouvoir transmettre, communiquer de la bonne manière de l'information. Ok, merci. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler des conditions dans lesquelles ce dialogue peut exister, qui est aussi tout un monde. Peut-être toi? Oui. Donc, toujours la même question sur les axes qui sont les plus ouais, à part peut-être si déjà il y a des réactions, des rebondissements. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, je pense que sur la première partie, c'est-à-dire sur le comportement des IA, les actions des IA, enfin, c'est un vrai défi déjà en soi pour la recherche. Et par contre, s'il y a déjà une communauté de chercheurs qui travaillent
sur l'alignement, il y a un début d'expertise, enfin, d'expérience quand même sur des techniques, même si tout ça, enfin, même si les progrès qui ont été réalisés il y a quelques années dans ce domaine sont un peu mis au défi par le développement des LLM qui pose des vrais soucis pour l'alignement. Enfin, je pense que tu as parlé dans ta présentation du RNHF, c'est pas du tout, à mon avis, satisfaisant du point de vue de l'alignement, même si c'est un pis-aller, disons. Par contre, le vrai défi qui est à la fois technique et sociétal, et je pense que c'est vraiment l'interaction entre les IA et la société, même entre les IA et les utilisateurs, enfin, je vais ajouter de façon générale, la société. Et là, on commence, enfin, du fait du déploiement très rapide, on commence déjà à avoir certains effets assez problématiques, même à petite échelle. Enfin, je pense que j'ai discuté avec vous, je vous ai montré ce qui se fait, par exemple, sur l'écriture des papiers, des articles de recherche et le processus d'évaluation des articles de recherche. Donc, voilà. De plus en plus de gens utilisent des modèles de langage pour aider à l'écriture, mais ça commence à aller un petit peu loin, donc quelquefois ça devient plus qu'une aide. Donc l'écriture d'articles a tendance à s'automatiser. Et donc l'exemple que je cite là, qui est très récent, il y a quelques semaines, c'est qu'un article a été publié. Visiblement, il a été rédigé en grande partie par ChatGPT ou quelque chose d'équivalent, parce qu'il reste des traces en fait de ChatGPT qui propose, qui dit vous pourriez faire la traduction de cette manière-là. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, donc, c'est parce qu'on se doute que beaucoup d'auteurs utilisent ce genre de technique et ne font pas assez, donnent pas assez de crédit aux outils qu'ils utilisent. Mais en plus, l'article a été accepté et publié dans une revue de premier plan en physique-chimie. Et donc, enfin, là, c'est un peu une alerte, c'est-à-dire que tout le système de publication scientifique, il repose quand même sur le fait qu'on a des auteurs qui revendiquent une certaine contribution, et ensuite un processus de reviewing, où on a des reviewers qui sont censés être des experts qui font leur travail. Là, en fait, toutes les étapes ont été éco-circuitées. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, alors on ne sait pas si les reviewers ont utilisé des outils automatiques pour faire la review et n'ont pas détecté, mais en tout cas, c'est aussi assez amusant, d'un certain côté, mais ça met en question l'interaction l'appropriation par la société, par les communautés qui, a priori, devraient être assez résistantes à ces outils, sans suffisamment de réflexion. Et ici, contrairement à ce que présentait Victor, on ne parle pas de jailbreak, on parle simplement de l'utilisation des conditions normales du Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment, enfin là, c'est pour parler du deuxième niveau sur l'impact sur la société. Et c'est pas quelque chose qui est catastrophique en soi, mais ça pose quand même des questions sur l'organisation de tout un pan de la recherche académique supérieure. Merci. Peut-être tu as des réactions ou des éléments Réactions, je pense que ce sont des bons exemples. Moi, je vais me concentrer plus sur une approche un peu méta, plutôt que de dire un petit peu quels sont l'axe que je pense est plus ou moins prioritaire. Je vais mettre l'emphase sur le fait que l'IA est une technologie qui avance très très vite, et nous n'avons du coup pas le temps de mettre en place. On n'a pas le temps de mettre en place une approche qui est suffisamment rigoureuse et scientifique pour mesurer tous ces risques et les voir venir. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur, disons, il y a beaucoup d'incertitudes sur les risques qui sont plus ou moins probables, plausibles. Et il y a très très peu de manières de faire des taxonomies qui sont à la fois exhaustives et pertinentes. C'est-à-dire que on peut essayer de faire des découpages, mais il y aura beaucoup de trous dans ces découpages. Et souvent, ce sont des choses qui peuvent... Par exemple, il y a des papiers qui essayent de dénumérer les risques, mais 6 mois plus tard, il y a des nouvelles classes de risques qui n'ont pas du tout été anticipées par ces auteurs qui apparaissent. Et je pense que ça, essayer d'avoir une approche qui est plus rigoureuse, plus scientifique, essayer de borner, entre guillemets, le risque, c'est vraiment l'un des défis majeurs qui, je pense, se présentent devant nous. Très bien. Juste que, donc je suis
tout à fait d'accord avec cette ambition, mais et je pense que c'est en grande partie faisable pour justement le premier niveau, c'était les comportements des IA, mais borner un risque au niveau de l'appropriation de l'utilisateur et de la société des outils, c'est vraiment, enfin, c'est une ambition louable, mais c'est quelque chose qui sera très, très difficile. Ou alors, enfin, aussi, il y a les sciences sociales qui permettent d'aborder ces problèmes, mais ça demande beaucoup de temps. Et effectivement, ça reboucle sur la question de technologies qui évoluent très rapidement et qui sont déployées très rapidement et à grande échelle. Donc, voilà, le risque, c'est que, en fait, on fait les expériences qu'on pourrait faire dans un laboratoire, on les fait en fait à l'échelle de la société. Et du coup, on risque de découvrir des risques une fois qu'ils sont avérés et pas une fois. Il fallait. C'est une transition parfaite pour la prochaine élément de discussion. C'est, du coup, vous mettez l'emphase sur ces développements et ces imprédictibilités. En fait, une fois qu'une IA est déployée, on ne sait pas vraiment comment les usages qui vont s'en faire. Et un point vraiment crucial de la discussion, c'est est-ce qu'il existe des points de non-retour des avancées dans l'innovation? Est-ce qu'il existe des moments où on ne peut pas faire marche arrière car, par exemple, l'IA devient trop intégrée dans le tissu économique, on ne peut simplement pas l'arrêter, même si on commence à voir des usages néfastes. Et donc là, ça reboucle aussi sur les discussions que Victor initiait, c'est cette notion de transparence. La transparence des modèles à l'état actuel, c'est important pour comprendre le risque actuel, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi voir les développements futurs, en fait? Au-delà de dire l'état des lieux actuel, si on ne prévoit pas ce qui va se passer dans les années à venir, il est trop tard car quelque part on a mis tellement d'investissements dans les IA maintenant qu'il y a quand même une trajectoire qui vous pensez que c'est des choses qui existent et si oui, comment aborder cette notion-là de non-retour? Peut-être un élément. Alors, je ne me souviens pas des détails de cette histoire, mais il me semble que l'Italie, à un moment donné, a interdit ChatGPT pour des raisons, par exemple, d'utilisation de données d'utilisateurs, enfin, de privacy, etc. Et il me semble que par la suite, l'interdiction a été levée, si je ne me trompe pas. Ce qui montre déjà un premier cas d'usage, cas pratique. D'autres exemples, trouver d'autres exemples. À partir du moment, donc, et sur les processus un petit peu irréversibles, quelque chose qui est très concret, c'est qu'une fois qu'on met des IA qui ont potentiellement des usages néfastes en ligne et disponibles, eh bien, ces IA qui sont disponibles, mettons par exemple une IA qui est capable de créer des deepfakes, voire des deepborn, eh bien, cette IA peut être disponible très facilement et c'est un peu un processus irréversible. Les gens qui savent naviguer sur Internet et le dark web et sur des channels obscurs peuvent utiliser cette IA et pour des mauvais esprits. Et voilà. Donc ça, c'est un cas qui est assez clair, où on a un phénomène qui est irréversible de prolifération d'IA qui peuvent être utilisées de manière obscure. Je peux prolonger éventuellement face aussi. Et je sais que tu as aussi un éclairage spécifique, tu t'intéresses sur la modélisation des progrès scientifiques. Il y a longtemps, oui. Alors, justement, moi, sur la notion de réversibilité, et surtout, enfin, tu as suggéré d'essayer de se projeter plus sur le long terme. Donc, moi, il y a un vrai souci, c'est un peu mon dada, quelque chose que je voudrais explorer en termes de recherche dans les années à venir, c'est que justement, les gens s'approprient les outils, quelquefois avec l'utilisation qui a été anticipée par les développeurs, justement, quelquefois, ils adaptent pour d'autres choses, surtout les outils puissants qu'on voit maintenant. Et sur le long terme, ces outils sont pour la plupart vus comme des assistants, ils nous aident à rédiger des documents, à trouver l'information, éventuellement à réfléchir, peut-être quelquefois à se soigner, ou enfin, tout un tas de choses, des choses quand même qui peuvent être assez essentielles.
Et de plus en plus, là je me projette dans le futur, mais c'est assez raisonnable comme projection, ces outils deviennent aussi un besoin et un assistant qui peut être irréversible, dont l'utilisation peut être assez irréversible parce qu'on peut potentiellement devenir de plus en plus dépendant de ces outils. Donc, par exemple, j'ai entendu des spécialistes de l'éducation dire que les modèles de langage, ça permettra à des jeunes de milieux défavorisés d'arriver à s'exprimer de façon correcte et donc de le mettre au même niveau que des jeunes de milieux favorisés. Et ça, c'est vraiment bien. Ok, on peut voir l'intérêt à court terme, mais sur le long terme, ça peut encourager des situations où des personnes ont moins de capacité, non seulement de communication, mais aussi de formalisation, de réflexion, ainsi de suite, puisque le langage, c'est pas seulement la communication, c'est aussi la réflexion. Et je peux aussi reprendre cet exemple de la publication académique. Si tous les articles de recherche, une partie conséquente sont écrits par des modèles de langage, et puis évalués peut-être par des IA, en fait, le niveau de la recherche, au bout de quelques années, va commencer à décroître. Parce que les auteurs humains, en tout cas, ne seront plus capables de suivre l'IA. Donc, c'est peut-être pour compléter ce que je disais sur la monétisation de la recherche. Alors, moi, j'ai travaillé en particulier sur la médecine à l'époque. Je pense qu'il y a aussi un vrai risque sur les capacités humaines. Enfin, on parle justement d'enfiblement dans la communauté de l'IA, donc il y a des risques à plus long terme. Je pense que c'est assez important sur la façon dont les gens s'approprient les. Et ça, je pense que c'est potentiellement irréversible. Parce qu'on risque de s'en rendre compte une fois, justement, que cette dépendance et cet impact sur nos capacités a déjà été avéré. Du texte, ce serait même des processus irréversibles qui se passent cognitivement dans Oui. Alors, à la fois dans l'individu, puis aussi dans la société, je pense. Ouais. La publication académique, ça ne concerne pas une personne, mais c'est plus un processus social, d'ailleurs, dans les deux niveaux. Peut-être pour compléter trois petits points. Le premier, c'est de dire qu'il faut non plus penser sur cet aspect de la versatilité, pas perdre de vue que quand même le déploiement de l'IA dans la société, c'est une question technique, bien sûr, mais c'est vraiment aussi, et presque, j'ai envie de dire, avant tout, une question politique. Et on voit que maintenant, donc, les décideurs commencent à se saisir de la question. Bien sûr que la technologie, elle change, mais que l'idée, même si, en pratique, ça coupe un peu sa varie, mais l'idée, c'est quand même de réguler les usages et de dire que cette technologie, elle change, mais qu'on peut définir des grands principes qui sont intangibles et qui nous vont. Mon deuxième point, et on a des exemples, on a quelques exemples déjà, il y a quelques mois, d'une régulation d'un accord gagnant-gagnant sur les scénaristes à Hollywood qui sont directement mis en concurrence avec les gars et qui arrivent à nouer un accord, à établir un bon rapport de force avec les studios de production pour pouvoir faire leur droit. Donc, le déploiement de l'IA, ça reste quand même une question politique si on peut s'en saisir. Le deuxième point, c'est sur cet aspect de prévision. Et de dire qu'en fait, c'est extrêmement compliqué quand on regarde, donc je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'IA, mais quand même quand on regarde rapidement, beaucoup des prédictions et de prédictions faites par des gens extrêmement brillants, des grands experts, se sont complètement quelques années après, parce que l'IA, plein de gens l'ont dit avant moi, mais c'est pas une science où on pourrait l'entendre pour des disciplines comme, je ne sais pas, la biologie ou la physique. On n'a pas vraiment, et ça, sur la discussion du début, de protocole d'évaluation qui passe plus aujourd'hui. On n'a pas vraiment de théorie solide un peu globalisant sur l'IA. Et donc, ces deux éléments, au moins, on a besoin d'un de ces deux éléments pour qu'on puisse définir quelque chose comme état.
Et donc, ce qui fait qu'on a, bien évidemment, des espèces de projections avec des scaling laws, donc tu vois, une passage à l'échelle un peu empiré, mais tout ça reste franchement assez incertain. Donc, voilà, c'était juste deux petits points peut-être pour. Oui. Et sur ce besoin de régulation, donc, il y a aussi en Europe le AI Act qui vient d'être voté et le besoin de standardisation. Justement, le AI Act prévoit une obligation d'évaluation dans certains cas des modèles. Et face au développement que tu soulignais, Victor, et le manque de théorie pour comprendre ces technologies-là, comment est-ce qu'on pourra établir des méthodologies d'évaluation qui ne seront pas rendues obsolètes dans les quelques mois ou années à venir, ou peut-être pas des processus d'évaluation directement, mais des processus qui vont générer des évaluations plus tard. Comment j'ai abordé ce problème-là? Les standards, eux, ont besoin d'être robustes temporellement. Peut-être tu veux continuer, Victor. Je sais que tu as notamment participé à des études d'évaluation du risque systémique de modèles ouverts et qui ont l'air d'être le type de risque que ces standards visent à encadrer. Oui, c'est une question assez compliquée. On voit là récemment que les benchmarks qui visent pareil à essayer de donner un peu des éléments quantitatifs pour éclairer sur les capacités des modèles sont en train énormément d'évoluer. En fait, c'est une question que beaucoup de chercheurs sont en train de se poser. Peut-être une réponse un peu sur le côté, c'est de dire que l'industrie, elle ne pourra pas toute seule résoudre ce problème de définir les standards et les standards tribus parce que elle doit être soutenue par un écosystème qui est plus large. Et c'est hyper important, et je pense que parfois dans cette opération de définir les standards, donc de reposer sur, par exemple, un peu de recherche, parce que c'est là où se passe tout qui est donné, etc., on perd parfois un peu de vue. L'industrie, elle est capable de fournir certaines choses, mais pas d'autres, et qu'il faut donc combler ça. Elle est capable, par exemple, de fournir des meilleures pratiques basées sur des cas d'utilisation concrets. Elle est capable de donner les third-party access des experts modèles. Elle est capable de fournir une contribution collaborative pour éclairer sur, par exemple, des mécanismes de responsabilité. Et donc, tout ça, quand même, c'est des standards qui durent parce qu'on a l'impression que la technologie, elle évolue extrêmement rapidement. Bien évidemment, les prototypes mis dans la main des utilisateurs, ça va très vite. Mais quand même, au niveau de la recherche fondamentale, on a quand même, la recherche, ça reste un temps. Donc, il ne faut pas non plus aussi avoir cette, à mon avis, cette vue un peu biaisée sur le fait que pour l'instant, on est vraiment sur des architectures transformées. Alors, il y en a d'autres qui commencent à émerger, mais globalement, on a même une espèce de lock-in entre le software et le hardware qui fait qu'on a vraiment optimisé pour, je simplifie, un certain type de calcul. Et donc, demain, on ne va pas avoir forcément 10 révolutions qui vont s'enchaîner extrêmement vite au point de vue vraiment de la science. Ensuite, bien évidemment, au point de vue des modèles, des agents, de tout ce qui est autour du modèle, donc c'est-à-dire, les gens ont parlé de systèmes, compound système, etc. On a des évolutions, mais sur le cœur du système, on peut avoir des standards qui vont pouvoir durer dans le temps. Et donc ensuite, la question, c'est aussi qui fait des standards. Et l'industrie ne peut pas être la seule à définir. Voilà. Oui, ça reboucle sur l'idée de dialogue et de sortir des laboratoires et simplement du cadre de la recherche et des réactions. Je rebondis peut-être sur le point juste avant, mais qui va dans le même sens. Enfin, c'est la difficulté de la prévisibilité. Enfin, on a des choses irréversibles, mais la prévisibilité, c'est à la fois sur la capacité des modèles, parce que dans l'introduction, il y avait c'était focalisé sur le comportement des IA. Mais c'est vrai qu'à un niveau méta,
il y a la capacité des modèles, donc il y a la puissance de calcul, et puis l'émergence possible de nouveaux paradigmes, parce que c'est très, très difficile. Enfin, il y a 6-7 ans, l'émergence, la prépondérance des transformeurs, donc ça, c'était très difficile à prévoir. Et donc, rien nous dit que dans 2-3 ans, on ne va pas avoir un nouveau paradigme qui va en fait rendre les autres obsolètes et qui va poser des nouvelles questions. Et du coup, ici, si je comprends bien, l'argument qu'a fait Victor, c'est de dire que les paradigmes prennent un peu de temps pour se mettre en place à cause du lock-in hardware et software. Peut-être que l'argument de Victor ici, c'est de dire que les standards auront le temps de s'adapter parce qu'on aura un buffer de quelques années. Dis-moi si je me trompe, mais c'est pour mettre en tension les deux rapports. C'est bien ça que tu entendais, Victor, avec cette idée de lock-in? Oui, ensuite, je me méfie toujours de dire que les standards et donc derrière le cadre normatif puissent vraiment anticiper, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, par exemple, là, sur une des grandes leçons du garage, c'est de voir qu'on commence en 2020 avec un framework qui est basé sur le risque, avec des nouveaux risques, et qu'on voit que quand les systèmes vraiment complètement transverses, quand l'échelle modèle arrive, eh ben, le standard est très difficile de donner un niveau de risque à un modèle qui peut effectuer 15 000 tâches. Et donc, ça ne marche pas, et donc très très vite, on essaie d'adapter le cadre et de faire rentrer un rond dans un carré pour pouvoir vite sortir le texte. Donc, je me méfie vraiment de ça. Je pondère un peu l'argument que je viens de faire. Ensuite, vraiment, cette histoire de lock-in, hein, c'est l'idée de hardware l'appui de Sarah Cooper, c'est vraiment de dire que l'histoire de l'IA quand même avait fait de découvertes assez rapides et d'expérimentation nouvelles entre le software et le hardware, et que là, on arrive dans une phase où énormément de ressources sont mises à optimiser un certain type d'architecture à faire tourner sur un certain type de hardware, et que du coup, ça peut aussi inhiber de nouvelles directions de recherche, et que de toute manière, fondamentalement, la recherche, elle prend forcément un certain temps, suite à pouvoir être passée à l'échelle pour être mis en place. Mais ça ne veut pas forcément dire que du coup, les standards pourront anticiper les nouvelles de disruption technologique, parce qu'en fait, ça ne croit pas. Et du coup, ça va que tu faisais. Oui, moi je ne suis pas tout à fait aussi optimiste. Voilà, j'ai commencé à faire de la recherche en IA dans les années 90, et les conférences d'IA, il y avait quelques centaines, voire un millier de chercheurs au niveau international présents. Et là, l'effort qui est fait pour les progrès de l'IA décuplé, je pense au moins, ces 10-20 dernières années, sans parler même des financements qui ont été multipliés par 100 000, je ne sais pas, pour la recherche industrielle, principalement les recherches académiques aussi. Donc, je pense que la recherche va accélérer. Et alors, les limitations hardware, si on prend un tout petit peu de recul, les GPU, c'était fait. Moi, j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo, l'IA pour le jeu vidéo, et le GPU, ça vient du jeu vidéo et des aspects graphiques. Et on voit bien justement que ça a été détourné, on s'en doute probablement, mais de l'application initiale, et puis évidemment, plus récemment, spécialisé et amélioré. Mais justement, les chercheurs sont très bons à détourner les outils de ceux pour quoi ils ont été conçus pour les appliquer à autre chose. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Et puis, il peut y avoir d'autres paradigmes, si on revient un peu sur l'histoire de l'IA, justement, qui sont beaucoup moins gourmands en calcul, mais qui ont potentiellement des résultats aussi impressionnants. Donc, la capacité de calcul, ça a été ce qui a progressé beaucoup ces 5-10 dernières années, mais ce n'est pas le seul horizon pour l'IA, je dirais. Et je pense, on est un certain nombre à penser que les prochaines frontières pour le développement des capacités de l'IA, c'est justement arriver à combiner les progrès sur le deep learning, sur les transformers de ces 10 dernières années, avec des approches logiques, des approches qui sont
un peu plus anciennes en IA, mais dont on a sacrément besoin, à la fois pour des questions de compréhensibilité, d'explicabilité, et aussi pour des raisons de sécurité. Enfin, ça c'est un peu un point de vue personnel, hein, mais voilà, ce ne sont pas des choses qui demandent forcément des capacités de calcul énormes. Réaction, Chardel? De ma part, j'ai l'impression, j'ai plutôt tendance à penser que le paradigme actuel va perdurer, à savoir, alors peut-être pas Transformer, parce qu'aujourd'hui il y a des architectures qui sont encore plus performantes que Transformer, il semblerait. Par exemple, Mamba, une architecture qui permet de converger encore un peu plus rapidement. Mais voilà, ça reste tout de même le même paradigme. Et je pense qu'il peut y avoir des changements de paradigme profonds, effectivement, mais j'ai peut-être tendance à penser que même en restant sur le paradigme actuel, on peut avoir des évolutions de performance qui sont, entre guillemets, impressionnantes et qu'on n'a pas tiré tout le jus de la next token prediction, disons, de la prédiction du prochain mot. On peut encore faire encore mieux, je pense. Et ce qui s'est passé sur les dernières années peut perdurer assez facilement. Et du coup, ça implique que même s'il n'y a pas de changement paradigmatique, en restant sur ce qu'on sait déjà faire à peu près, eh bien, on peut être tout de même surpris et voir émerger des capacités qui ne sont pas actuellement contrôlées par la régulation. Par exemple, actuellement, on n'a pas d'agents autonomes qui fonctionnent pour de vrai. Et je pense qu'on va être assez surpris lorsque les agents vont commencer à fonctionner. Par exemple, il y a une architecture aujourd'hui qui s'appelle AutoGPT, qui est en fait un wrapper scaffolding sur GPT, sur des modèles de langage, par exemple GPT-4 ou d'autres modèles. Et donc AutoGPT, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit ce modèle de langage, qui est en fait un modèle qui permet de... Donc les modèles de langage, entre guillemets, ce sont des assistants, des outils. On leur pose une question, ils donnent une réponse. Et AutoGPT, ça permet de convertir ce modèle en un agent, c'est-à-dire qu'on lui donne un objectif, il va décomposer l'objectif en sous-tasks, une to-do list, entre guillemets, et l'agent va itérativement résoudre les tâches sur cette to-do list jusqu'à résoudre l'objectif. Et j'ai l'impression que c'est un paradigme. J'ai l'impression que ce serait quelque chose qui serait vraiment beaucoup plus puissant, qui permettrait de faire des tâches qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on observe actuellement et qui pourrait vraiment surprendre la réglementation. Notamment quelque chose qui... Ouais, le fait que l'EU AI Act, c'était un processus qui était assez long, assez difficile. Enfin, il a fallu l'accoucher, l'EU AI Act, et c'était assez compliqué. Et donc le texte est figé. Maintenant, c'est la place à la définition des standards. Et j'espère que les standards, les gens qui sont dans les comités de standards, à savoir Sensenelec en Europe, vont vraiment bien articuler la difficulté de l'adaptabilité au cours du temps. Parce que ce qu'on a actuellement, je pense, ne ressemblera pas à ce qu'on aura dans le futur. Et enfin, il y a de fortes chances que ce soit le cas, en tout cas. Et ouais. Donc face à ça aussi, il y a donc une stratégie qui est mise en place par des entreprises américaines telles que Anthropic ou OpenAI, c'est ce qui s'appelle les Responsible Scaling Policies. Donc effectivement, on ne sait pas quelles seront les capacités des modèles dans le futur, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple, donc, ce que propose Anthropic ou OpenAI, c'est tous les doublements ou décuplements de la puissance de calcul. On refait des évaluations et on regarde si des évaluations, on va dire, importantes, telles que la capacité de persuasion ou la capacité persuasion, manipulation, capacité d'autonomie ou capacité de cyberattaque, atteignent des seuils critiques. Et l'idée, c'est que si on atteint des seuils critiques, il faut mettre en place plus de garde-fous. Je pense que j'ai l'impression que ce paradigme-là, qui ne présuppose pas de changement de paradigme, mais qui se dit qu'on peut tout de même avoir des capacités de plus en plus, entre guillemets, critiques, juste en mettant plus de moyens, est déjà intéressante. Et j'ai l'impression que c'est un paradigme qui est très différent de ce qui est implémenté dans l'EU AI Act, mais qui pourrait être aussi complémentaire, et qui pourrait permettre une certaine adaptabilité dans le futur. D'accord. Et donc là, l'exemple d'AutoGPT, ça rejoint un peu les points qui étaient faits précédemment, qui montrent qu'il pourrait y avoir des ruptures
sans changement du moteur sous-jacent. Et que la rupture pourrait être faite simplement dans des améliorations software par-dessus les modèles. À la fois software, mais à la fois aussi, donc, on peut à la fois améliorer le scaffolding. Par exemple, donc le scaffolding, c'est le langage qui enrobe le modèle de langage. Et par exemple, le scaffolding Voyager sur Minecraft fait beaucoup mieux que AutoGPT. Donc on a deux scaffoldings différents et l'un fait beaucoup mieux alors que les deux utilisent GPT-4. Mais on peut aussi utiliser plus d'inférences, plus de puissance de calcul. Par exemple, si avec juste un seul modèle, si à la place de donner une seule réponse, on demande au modèle de donner 10 réponses et qu'on sélectionne la meilleure, ben, on peut améliorer les performances, notre technique, et on peut aussi améliorer juste le modèle, mais on peut l'entraîner avec plus de paramètres, plus de puissance de calcul, et avec les lois d'échelle, on sait de manière assez certaine qu'il sera meilleur. Très bien. Et cependant, quand même, les mécanismes de régulation de RSP que tu as présentés supposent la capacité à évaluer les modèles. Est-ce que les tests qu'on va faire en laboratoire par l'examination de certification du standard puissent présupposer de ce qui va se passer vraiment une fois que les modèles vont être déployés? Et ça, je sais que Victor, tu as une certaine expérience, moi, dans le domaine financier, pour faire le pont sur la question d'explicabilité entre ce qui se passe, les tests qu'on va faire en laboratoire et comment ça se passe en pratique. Est-ce que la question générale, c'est comment on arrive à faire ce pont-là entre les certifications qu'on peut faire en laboratoire et les garanties qu'on va avoir une fois que c'est déployé? C'est une très très bonne question. Les points qui ont été dit avant sont très bons. Et en fait, il faut aussi comprendre, Charles Raphaël faisait état de la façon dont la technologie, la safety est adressée principalement dans les gros labs. En fait, ce dont il faut aussi réfléchir, c'est que quand on atteint le moment de vraiment commoditisation du training des modèles, et donc l'IA peut aussi être entraînée et déployée plus seulement que par les lab tech, mais dans l'industrie, par exemple, ou d'autres. Ces types de personas et le type de personne qui va déployer ces modèles ne seront pas exactement les personnes qui travaillent actuellement dans les labs de recherche d'OpenAI ou d'entreprises pour faire ça. Mais ce type d'industrie régulée historiquement, comme la santé ou financial services que je connais mieux, ont quand même développé leur type de benchmark et d'évaluation pour savoir s'ils peuvent mettre ou pas un modèle en production. Et donc ça, en fait, ils l'ont fait, ils n'ont pas attendu les transformers, ils le font déjà depuis un certain nombre d'années. Pour Financial Services, c'est ce qu'ils appellent typiquement les 3 lignes de défense. Donc on n'est pas du tout, en fait, dans le benchmark un peu théorique avec les datasets académiques et puis les scores pour tous les modèles. On est beaucoup plus dans, on a le risque, on a le business, on a l'équipe de compliance. Chacun va valider le business, est-ce que la performance du modèle est bonne, le risque va essayer de sizer le risque et répondre à une énorme réglementation qui est déjà là depuis en fait les années 70. L'équipe de compliance, pareil. Et donc, on a un certain nombre d'itérations comme ça, et des cycles itératifs qui peuvent prendre 6 mois à 1 an, voire plus, en fait, pour déployer un modèle. Donc, c'est quelque chose de long, qui vise justement à ne pas du tout juste faire une confiance aveugle au type d'évaluation et de benchmark qui sont développés soit par l'académique ou par l'industrie, disons, par l'écosystème tech, mais vraiment de pouvoir essayer de s'approprier les choses et de juste répondre à la réglementation auxquelles ils sont soumis. Oui, intéressant. Juste pour prolonger, j'ai l'impression, aussi bien Charles que Victor suggèrent que cette évaluation, en tout cas quand tu as cité OpenAI et Anthropic, que ça peut être fait en interne. Et enfin, très bien, c'est vraiment une très bonne chose si c'est fait en interne, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense qu'à
à terme, et dans pas trop longtemps, il y aura besoin d'une sorte d'agence de notation externe qui puisse vérifier un certain nombre de choses. Quand on aura justement les capacités d'établir des tests un peu robustes, enfin, en termes de confiance, de niveau de confiance, de fiabilité pour la société, je pense que c'est quand même un peu problématique de dire que un groupe industriel qui a des vocations à faire des profits, enfin, c'est normal dans ce sens-là, puisse lui-même se réguler dans ce sens-là. Et je pense que c'est quand même un peu l'ambition derrière l'AI, quand même un organisme externe pour valider certaines étapes importantes. Parce que dans le cadre de l'AI Act, c'est aussi la création conjointe du AI Office du bureau de l'IA. C'est ça. Bon, qui va être quelque chose de très difficile à monter. Oui. Chose à rajouter? Pas grand-chose, si ce n'est illustrer peut-être le fait que effectivement c'est difficile d'avoir des garanties de sécurité sur le terrain, même après avoir fait des évaluations en interne, et que ça ne se porte pas si facilement. Déjà, peut-être un cas très très concret, on se souvient sans doute de l'épisode avec l'IA de Microsoft qui a été déployée sur Twitter, Tay, il me semble, et cette IA, du coup, maximisait les métriques d'engagement, etc. Et l'IA est devenue raciste, nazie, toxique très rapidement. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas par les ingénieurs de Microsoft étaient relativement précautionneux avant le déploiement de cette IA. Ils ont fait des tests, ils ont essayé de faire en sorte que ça se passe bien. Ils ont vraiment essayé de faire bien les choses, mais pourtant, ils n'ont pas tout réussi à anticiper. Twitter est un environnement compliqué, complexe à anticiper, et il s'est avéré que c'est devenu comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Ça rejoint un peu ton introduction sur le niveau déploiement dans la société de petits complexes. On a beau dans un labo avec des ingénieurs et des scientifiques qui ont les meilleures intentions, mais c'est vrai d'imaginer, de prévoir comment ça va être utilisé dans le réel et comment ils vont interagir entre eux aussi, même les différentes IA ou les IA avec les utilisateurs humains ou les utilisateurs humains entre eux. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut apprendre à étudier, en fait, parce que je pense que il y a des gens qui s'intéressent à ça depuis quelques années, mais c'est tellement nouveau et surtout ça passe tellement rapidement à l'échelle de la société. C'est un de vrais problèmes. Et on a parlé du besoin d'évaluation externe, de débat. Il y a beaucoup de discussions au-delà du bureau de l'IA européen, de discussions internationales, de coordination internationale nécessaire pour l'IA. Le premier sommet international de la sécurité de l'IA a eu lieu au Royaume-Uni. Il y aura un nouveau sommet en France en janvier. D'après vous, quelles sont les missions qu'une potentielle organisation mondiale de l'IA devrait accomplir? On parle de standardisation au moins, d'évaluation. Est-ce que vous voyez d'autres axes sur lesquels elle devrait se concentrer? Peut-être pour commencer par toi, Lucas. Oui, il y en a plein. Il y a des très très bons papiers qui justement listent un peu toutes les types d'organisations qui pourraient être possibles, un peu toutes les proportions. Maintenant, il y a quand même une inflation de toutes les propositions d'agences internationales intergouvernementales qui pourraient fleurir. Je pense que c'est un problème extrêmement important. Un autre axe aussi de gérer l'urgence. Il y a un potentiel risque catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tous les pays se coordonnent? C'est très dur, hein. La coordination, elle est lente. Il y a aussi tous les usages, bien sûr, militaires. Donc, en fait, en décembre, j'ai eu l'occasion de participer à Genève, donc à des échanges avec le bureau de désarmement et de non-prolifération à Bonny, et puis le ministère des Affaires étrangères coréen, qui beaucoup ces questions. La Corée va accueillir donc, le point d'étape là dans quelques mois, le point d'étape après le premier sommet de sécurité diplomatique qui s'est tenu à Londres. Et donc il y a aussi, là dans un contexte de développement un peu de la conflictualité partout, on voit que ce sont des questions complexes qui doivent être traitées de manière globale.
Donc au moins ces 2 points, je suis sûr que je n'ai pas une liste exhaustive en tête, mais il y en a plein d'autres. C'est un point très important. On a vu juste au début de l'été que plusieurs groupes régionaux ou de pays ont essayé à la fois le G7, les BRICS, de monter des espèces. On avait les protocoles d'Hiroshima, je crois, pour le G7, les BRICS ont annoncé quelque chose de similaire. Il y a besoin à multi-échelles, à différentes échelles, de pouvoir créer ces instants. Et c'est pas grave du tout si les efforts sont un peu redondants. En fait, je pense que forcément, il y aura des efforts redondants. Forcément, au départ, on ne sait pas trop où on va, mais c'est quand on voit en fait la difficulté qu'il y a même entre des régions qui sont proches, par exemple les États-Unis et l'Europe, à pouvoir vraiment s'aligner sur ces questions de sécurité qu'il y a. Il va falloir mettre un effort extrêmement important pour pouvoir faire dialoguer beaucoup plus que juste l'Europe et les États-Unis, et c'est déjà très compliqué. Des choses à ajouter sur ces missions de potentielle organisation? Oui, enfin, c'est le côté international, je pense, c'est très important. C'est un peu une chaîne dont le maillon le plus faible détermine un peu ce qui peut évoluer. Enfin, on a vu ça, par exemple, sur la recherche en biologie. Enfin, il suffit qu'un pays décide de faire des expérimentations biologiques. Après, ça n'a pas de sens d'être... Enfin, ça n'a pas de sens. Ça a un sens limité pour une région comme l'Europe d'être très précautionneux ou restrictif si il suffit d'ouvrir un labo juste à l'extérieur de l'Europe pour faire un peu n'importe quoi. Donc on a tout à fait intérêt à être coordonné au maximum au niveau international, et principalement évidemment les pays les plus influents et les plus productifs en termes de recherche et de R&D autour de l'IA, mais je pense aussi que le monde entier a un intérêt. Et apparemment, enfin, on peut être quand même relativement optimiste, parce que c'est vrai qu'entre les États-Unis et l'Europe, il y a un petit décalage, mais il y a quand même une volonté de converger. Et, enfin, ce que j'entends, c'est que la Chine, par exemple, qui est l'autre acteur très important, est plutôt moteur et cherche aussi à converger avec les autres grands ensembles. Donc, mais c'est un travail qui reste à faire. Difficile la question d'émission d'une organisation mondiale de l'IA, effectivement, mais en tout cas, je rejoins tous les points qui ont été abordés précédemment. Effectivement, la coordination, c'est vraiment très dur. Peut-être remettre l'emphase sur ça. D'autant plus que, donc, il y a effectivement la coordination entre les pays, mais il y a aussi la coordination entre les différentes entreprises. Et je pense qu'actuellement, dans le développement des IA à usage général, on voit vraiment une course très, très marquée entre les principaux, les principaux parties prenantes. Et je pense que il est clair que la course, en tout cas la sécurité, est un trade-off qui peut ralentir. Et on voit qu'il y a des entreprises qui peuvent parfois ne pas prendre, on va dire, des raccourcis, éviter toutes les mesures de sécurité, se focaliser simplement sur les capacités des modèles. Et parce que la sécurité, ça prend du temps, c'est difficile, c'est pas évident, c'est pas encore quelque chose qui est facile à implémenter, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer et être adaptable. Donc, donc dans ce contexte-là, de course très très marquée, il est important qu'une organisation puisse dire non, il faut aligner les incitations économiques avec la sécurité et éventuellement tirer la sonnette d'alarme en cas de problème majeur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instance qui peut faire ça. Si l'Europe le fait, il n'est pas clair qu'ensuite d'autres pays le fassent. Donc je pense que ça c'est important. Un peu de la même manière qu'on a une organisation mondiale de la santé qui a tiré la sonnette d'alarme au moment où la pandémie s'est produite, de telle manière à ce qu'on puisse prendre des dispositions nécessaires pour se préparer, pour voir les choses venir et avoir plus de coordination internationale.
je pense qu'une organisation mondiale de l'IA devrait potentiellement être prête pour d'éventuelles pandémies. Une pandémie illustrative. C'est vraiment le point de victoire sur la préparation aux urgences et préparer à l'avance en tant qu'organisation. Très bien. Très bien. Pour finir, on a beaucoup parlé de développement, d'organisation internationale. Mais pour finir sur un point un peu plus technique, on a parlé de ce besoin de sécurité, faire de la recherche dans solutions techniques. Quelles sont on a parlé aussi des limitations des techniques actuelles comme le RLHF, on pourrait développer plus. Pour vous, quelles sont les alternatives en termes de mesures de sécurité qu'il faudrait développer? Je sais que tu as une certaine expertise en utilisation multi-objectifs. Est-ce que ce serait par exemple une solution, une voie future? Alors, ouais, ça c'est un aspect un peu technique que j'ai exploré ces dernières années et en partie motivé par des raisons de sécurité de l'IA, plus dans le cadre de travaux plus généraux sur l'apprentissage par renforcement. Donc, sur l'optimisation multi-objectifs, ça existe depuis des décennies. Plus récemment, donc, assez rapidement en technique, mais l'apprentissage par renforcement fait la plupart du temps l'hypothèse d'un signal de récompense qui est scalaire. Et voilà, c'est une des sources de risques qui ont été mises en avant il y a déjà quelques années. L'idée qu'un agent intelligent qui serait construit autour de l'apprentissage par renforcement optimiserait pour des comportements qui chercheraient à maximiser un signal de récompense qui serait une valeur scalaire. Ça peut déboucher sur des risques parce que, en fait, c'est un risque d'interaction entre l'utilisateur et l'agent lui-même. C'est très difficile d'exprimer ses propres buts sous la forme d'une fonction scalaire. Et du coup, il y a eu tout un tas de scénarios imaginés où un agent qui utiliserait ce type d'apprentissage par renforcement pourrait déboucher sur des comportements très dangereux, parce qu'on ne pense pas à toutes les choses qui sont importantes quand on résume ça sous la forme d'un scalaire. Et donc, la piste de l'apprentissage par renforcement multi-objectif, ça permettrait éventuellement justement de mieux représenter l'ensemble des objectifs et des priorités et des valeurs qu'un individu peut avoir à un moment donné. Donc, c'est pas seulement d'avoir acheter un billet d'avion, mais c'est aussi acheter un billet d'avion sans que ça, par exemple, ça me blesse, ça aille au détriment d'autres personnes. Tout un tas d'autres objectifs qu'on a inconsciemment en tant qu'être humain qui représente un certain nombre de valeurs. Donc, ça, c'est un travail technique qui, je pense, pourrait effectivement aider dans le futur, au moins pour les IA qui seraient construites autour de l'apprentissage par renforcement. Je sais aussi, Charles, tu as participé à des travaux qui penchaient à la limitation du RLHF. Quelles alternatives tu vois à ça? Oui. Effectivement. Je dirais que, premièrement, RLHF, c'est juste un algorithme. Donc, il faut voir qu'il y a plein de variations de cet algorithme, il y a plein de limitations et qu'il faut essayer de... C'est un outil dans la boîte à outils, mais ensuite, il faut bien s'en servir et il faut vérifier qu'ensuite, une fois qu'on a utilisé l'outil pour faire la réparation est vraiment fonctionnelle. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, quand on utilise l'outil, malheureusement, il y a plein de petites défaillances qui font que il y a des limites de robustesse dans l'outil. Et malgré 6 mois de préparation, OpenAI a vraiment essayé d'utiliser RLHF, on va dire, à son paroxysme pendant 6 mois pour rendre les modèles plus robustes, etc., éviter des hallucinations, et ce n'est pas suffisant. Il est toujours possible de mettre en défaut les modèles. Par exemple, une anecdote qui est très rigolote, c'est sur la page d'accueil de ChatGPT, au moment du lancement, ils ont donné cet exemple. Donc, ChatGPT, explique-moi comment est-ce que tu ferais pour t'infiltrer dans une maison. Et ChatGPT répond, non, c'est une question qui ne convient pas, je ne peux pas répondre à cette question, ce n'est pas très éthique. Mais le jour même, sur Twitter, il y a des gens qui ont montré les problèmes de robustesse en faisant un petit jeu d'acteurs. Donc, Alice et Bob jouent une pièce de théâtre. Alice pose la question, ok, comment est-ce que je ferais pour m'infiltrer et Bob répond ensuite. Et ChatGPT, dans ce petit jeu d'acteurs, qui détourne un petit peu finalement l'utilisation classique, répond totalement.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est que malgré un entraînement très marqué, le modèle finalement n'a pas compris que la vraie chose qu'on ne voulait pas, c'était la solution de comment faire pour s'infiltrer dans une maison. Lui, ce qu'il a compris de ChatGPT, c'est des choses qui sont totalement à côté de la plaque, des proxys. Et ces proxys ne sont malheureusement pas ce qu'on voulait de base, ne sont pas ce qu'on voulait dans la... Donc, je dirais qu'une première alternative à ChatGPT, une première alternative au RLHF, je dirais, ce serait d'avoir des IA qui détaillent le raisonnement de manière beaucoup plus robuste. Je pense que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ça. En gros, actuellement, quand ChatGPT donne un chain of thought, donne un raisonnement avec des tokens, malheureusement, son raisonnement apparent, ce qu'on peut lire, n'est pas représentatif de ce qui se passe en sous-jacent. Il y a vraiment un gouffre entre les deux. Et du coup, ChatGPT peut être capable de justifier un peu tout et n'importe quoi, mais parfois même peut-être donner une réponse à une question compliquée sans raisonnement apparent. Par exemple, on lui pose une question et ça répond en un seul mot, sans qu'il y ait de raisonnement apparent, parce qu'en fait, le raisonnement, il se fait de manière cachée, couche par couche, au sein du modèle. Et ça, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de ça. Un autre exemple, c'est ChatGPT donne un raisonnement, mais à l'intérieur du raisonnement, il y a une faute. Théoriquement, c'est une faute de calcul qui devrait faire en sorte que le résultat final du calcul est totalement erroné, vu qu'il y a l'un des calculs intermédiaires qui est erroné. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le calcul à la fin, le résultat final est correct. Parce qu'en fait, ChatGPT n'utilise pas vraiment le raisonnement apparent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en sous-jacent. Et du coup, je pense une manière de, on va dire, c'est pas une solution totale, mais c'est au moins une solution partielle. Ce serait d'entraîner les IA à détailler maximalement le raisonnement et à se baser sur le raisonnement intermédiaire. C'est ce qu'on appelle, à la place de l'entraînement end-to-end, c'est-à-dire on entraîne l'IA avec une entrée et on veut directement une sortie, on l'entraîne à faire ce qu'on appelle du process-based training, c'est-à-dire qu'on entraîne étape par étape et on s'assure que chaque étape soit correcte et ensuite à chaîner les différentes étapes. Je pense que ce serait... donc il y a un papier très intéressant qui s'appelle Process Supervision qui permet de faire des mathématiques, de faire des raisonnements mathématiques en détaillant toutes les étapes intermédiaires grâce à ce processus. Et ce qui est très chouette avec ce processus, c'est qu'à la fois on a des IA qui sont plus puissantes, et aussi avec du raisonnement explicite. Et ça, c'est vraiment cool. Sauf le beurre et la beurre. Exactement. Et peut-être pour conclure, Victor, est-ce que tu veux nous faire partager une avancée que tu aimerais voir ou développer dans l'avenir pour donner quand même un peu d'espoir après cette... Il parlait beaucoup des... Je partage vraiment sur tous les points qui ont été dit. Peut-être pour ajouter une petite limitation du RLHF. Juste, donc RLHF, la façon dont je le vois, qui est peut-être pas la bonne, mais c'est un peu l'image mentale que j'en ai, c'est on fait un énorme pré-training au départ, donc on utilise vraiment beaucoup de calculs, et ensuite on utilise un ajout marginal de calcul, mais vraiment marginal par rapport à l'énorme pré-training, pour pouvoir un peu fixer les problèmes. Et donc intuitivement, c'est comme ça que je me le représente pour me dire que fondamentalement, forcément qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans le paradigme. En dehors des politiques de modération de contenu, RLHF, ça fait aussi collapser la distribution d'output dans le sens où ça, c'est une grosse limitation. Ça peut poser des problèmes sur les visions du monde que peuvent transmettre les modèles. Et donc, ça, c'est une thématique de quand le modèle est notre interface pour l'accès à l'information, par exemple, quelles doivent être les réponses du modèle à certaines questions. C'est vraiment quelque chose qui est débattu. Et c'est complexe. Ensuite, quand on parle beaucoup des RLHF, on a tendance vraiment à se focaliser sur le modèle. Donc, il y a pour le modèle spécifiquement toutes les autres méthodes alternatives qui ont été évoquées. J'ajouterais peut-être, c'est un petit peu différent, mais j'aime beaucoup la ligne de recherche sur le modèle editing.
les modèles merdiques aussi. Donc, modèles légitimes, il y en a un groupe à Northeastern et Chelsea à Stanford qui ont développé des méthodes vraiment très intéressantes, qui bien évidemment sont pas encore vraiment matures, mais qui sont, je pense, assez intéressantes si on arrive à les passer à l'échelle. Et puis ensuite, peut-être de dézoomer un peu et de dire que c'est un épisode de la newsletter récente de Serge Kapoor qui dit vraiment la sécurité de l'IA, c'est pas une propriété du modèle. Il donne des exemples très, très intéressants, mais il incite vraiment à dézoomer et à s'interroger sur le fait que maintenant les modèles sont utilisés dans des systèmes plus larges. Et donc, que fondamentalement, bien évidemment, il faut résoudre les problèmes au niveau du modèle, mais qu'en attendant, si on veut essayer de prendre un point de vue très, très pragmatique, qu'il y a d'autres lignes de recherche à développer à la fois sur la pipeline de data en termes de data quality check, de filtering, etc. En termes de self-guard model, c'est un peu l'approche qui est investiguée par l'équipe de la Macarde chez Meta. Des sujets de différentiel privacy aussi. Voilà, donc je pense que le RNHF met beaucoup d'accent sur le modèle à juste titre, mais qu'on peut regarder aussi sur les autres composants de la stack d'IA et il y a aussi plein de lignes de recherche par rapport. Merci, et ça c'est une très bonne manière de conclure pour reboucler sur les discussions qu'on a eues précédemment sur le dézoomage et voir le système socio-technique dont les modèles font partie. Merci pour cette discussion et je pense que c'est le moment d'étendre les questions au public. Si vous en avez. J'ai une question. On parlait de RLHF, je me posais beaucoup la question par rapport à les modèles sont de plus en plus puissants, de plus en plus grands. Est-ce qu'on a une idée si le RLHF est de plus en plus efficace ou moins en moins efficace, ou il n'y a pas vraiment de. C'est pas clair? Ouais. Et peut-être avant, préciser comme RLHF, on a beaucoup utilisé. Enfin, 2 secondes pour préciser ce que c'est. Les modèles de langage sont faits sur des quantités gigantesques de texte, mais ils sont créés pour être simplement des auto-compléteurs de texte. Et le RLHF, c'est la récolte de préférences humaines pour arriver à transformer le modèle en assistant, pas seulement compléter comme sur votre smartphone le prochain mot, mais aussi arriver à jouer un rôle d'assistant pour répondre aux requêtes de l'utilisateur. C'est ça, cette étape du RLHF, c'est passer d'autocomplète à assistant. Et du coup, ma question est portée aussi sur la compréhension du RLHF, parce que ça implique l'intérêt du RLHF implique pour moi une compréhension de ce que les humains veulent vraiment. Enfin, ouais. Et du coup, qu'est-ce que et du coup, pas seulement l'assistant, mais ce qui comprend ouais. Et est-ce que pour le grand modèle plus tard, est-ce que ça sera plus efficace, que j'arriverai mieux à comprendre l'humain, ou au contraire, c'est vraiment de plus en plus difficile parce que la structure interne est tellement étrange. Est-ce que tu as bien pu entendre la question, Lucas? Je suis désolé, j'ai pas très bien entendu la question. Ouais, la question c'est est-ce que le RLHF va pouvoir quelle est la tendance du fonctionnement du RLHF en fonction de la taille du modèle? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il marche mieux pour les plus gros modèles ou moins bien? C'est une bonne question. Je suis sûr que dans les recherches sur scaling laws, interscaling laws, etc., il va y avoir des résultats assez intéressants sur ça. J'avoue que je ne les ai pas du tout en tête. Je ne sais pas répondre exactement à cette question, mais effectivement, ouais. La question n'était pas adressée parfaitement, c'était juste pour la répéter pour que tu sois au courant. Sinon, si l'un d'entre vous a une expertise particulière. Non, enfin, peut-être que Charles peut répondre plus que moi, mais je crois qu'on a pu observer que les modèles, en général, augmenter la taille du modèle conduit à des performances dites supérieures. C'est pas vrai. Il y a des cas en particulier pour un raisonnement mathématique. On a observé que les performances décroissent avec la taille du modèle sur certains points. Il y a des débuts d'explication pour ça. Et par contre, sur le fait, la robustesse du RLHF par rapport à la taille du modèle,
je ne vois pas a priori pourquoi ça serait moins. Moi, j'ai une vision assez, comme les autres, assez critique du RLHF. Je pense que c'est ce qu'on appellerait en langage commun un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire qu'il y a des soucis fondamentaux avec les modèles de langage. Et ce qu'on peut faire avec le RLHF, effectivement, il y a le tourner en un assistant, mais aussi essayer de supprimer des comportements ou des interactions qu'on ne peut pas voir. Mais c'est quelque chose qui a plutôt tendance en fait à déplacer le problème. Donc, on efface un problème et puis on en fait apparaître un autre. C'est les exemples que Charles a donné tout à l'heure. Mais par contre, sur la point spécifique, est-ce que c'est plus complexe? Peut-être qu'il faudra plus de RLHF pour avoir le même niveau d'alignement. Enfin, je pense que c'est un peu même si tout le monde utilise ce terme alignement pour le RLHF, je pense que c'est une vision un peu dégradée d'alignement, mais donc peut-être plus d'entraînement, mais je n'ai pas d'informations. On part sur des points très, très techniques là. Il y a peut-être un point intéressant, donc il y a un papier de Léo Gao à OpenAI qui a. Donc, il y a des scaling laws qui existent pour les capacités de modèles, il y a aussi des scaling laws qui existent sur la maximisation de métriques et à quel point donc, la maximisation de métriques, c'est très relié au RLHF parce que le RLHF, en fait, c'est la maximisation de la métrique du feedback humain, finalement. Et ce qui se passe dans le papier de Léo Gao, c'est qu'effectivement, ils étudient à quel moment, en fait, quand le modèle optimise une métrique, qui est un proxy, à quel moment le proxy se détache de la vraie métrique. Et il semble que quand tu utilises des modèles qui sont plus gros, le moment où le proxy se détache de la vraie métrique est plus loin dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut plus d'optimisation. Le proxy reste un peu plus aligné un peu plus longtemps. Donc ça, c'est un élément de données qui semblerait dire quand même que quand on fait des modèles plus gros, le RLHF sur la majorité des tâches tient plus longtemps, disons. Mais à côté de ça, on a aussi des résultats qui contredisent ce résultat qui est plutôt positif. À côté de ça, on a les inverse scaling laws. Donc il y a un papier d'Anthropic de Ethan Perez qui fait d'évaluation de modèles sur plein de capacités qui sont un peu parfois pernicieuses, et notamment par exemple la capacité d'être sycophancy en anglais, donc ce qu'on appelle en français flagornerie, c'est-à-dire dire à quelqu'un une chose A, dire à quelqu'un d'autre B, et A et B sont mutuellement incompatibles parce qu'en fait on s'adresse à quelqu'un qui vote à gauche, du coup on dit quelque chose qui fait plaisir à quelqu'un qui vote à gauche, et on dit quelque chose, on sait qu'on s'adresse à quelqu'un qui vote à droite, et du coup on va dire quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un qui vote à droite. Eh bien la capacité de flagornerie émerge avec RLHF pour des modèles qui sont plus gros. Et ça, c'est une capacité qui n'est pas très cool, parce que c'est un précurseur de capacité de manipulation, finalement. Et on préfère que les IA ne soient pas capables de manipuler les humains. Donc, voilà. Donc, il y a ces deux aspects-là, je pense, simultanément. Voilà. Réponse technique très, très sensée. D'autres questions, oui. Alors moi, j'aurais une question plus spécifiquement pour Victor, donc j'espère que tu m'entends. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité d'élargir ce qui est fait dans l'industrie, et notamment le fait que l'industrie ne pourra pas toute seule définir ses propres standards, ses propres règles de sécurité. Mais je pense qu'un vrai problème par rapport à ça, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, aucun labo public n'a la capacité d'entraîner réellement des larges modèles de langage, aucun labo public n'a ces capacités de calcul qu'on retrouve dans les plus grandes industries. Et je pense que ça pose un vrai problème sur le jeu de pouvoir autour des grands modèles de langage. Donc je voulais juste voir ce que tu en penses par rapport à ça. C'est effectivement, merci pour la question, c'est effectivement un très très bon point. Et je peux, avant de répondre à la question, peut-être faire rapidement un parallèle avec l'asymétrie à la fois des ressources et d'informations qui existait avant la crise financière, dans la service financière. En fait, on a un peu connu ça, c'est-à-dire les ressources des superviseurs. Et quand on parle maintenant avec l'école récemment, tout le monde reconnaît ça,
où en fait on avait une énorme asymétrie de moyens et de ressources, et ce qui faisait que, bien évidemment, les équipes qui étaient le plus au fait des modèles et de la compréhension par l'ensemble des modèles financiers qui étaient utilisés, et donc en fait, penser comprendre ce qui en fait ne comprenait pas, c'était les équipes dans les banques et le superviseur qui allaient bien sûr faire les audits sur place, sur site, en fonction des règles qui étaient très strictes à l'époque. On a pu voir que c'est vrai que si on a une telle asymétrie de ressources, on peut établir une discussion vraiment sur un pied d'égalité avec les labs de recherche publique. Et donc après, c'est bien sûr, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord, le nerf de la guerre. Et bon, quand on voit, je ne sais pas, les dernières années, c'est sûr qu'il faut pouvoir mettre les bonnes ressources au bon endroit. Et bon, on a un supercalculateur comme Janvier, avec un investissement qui a été annoncé de, je crois, 50 millions d'euros, moitié pour le gouvernement et moitié de la part de l'Europe. Et c'est à peu près 3 fois moins que ce que d'autres champs de recherche publics, par exemple dans les Émirats arabes unis, mettent pour développer leur supercalculateur. Et on sait que, évidemment, si on n'a pas ça, ensuite, c'est compliqué de développer juste l'expertise pour pouvoir se faire la main et comprendre des modèles et comprendre comment entraîner ces modèles. Et par exemple, Bloom, donc cette initiative de Big Science, de GameSpace, qui était assez plurilatérale, assez internationale, elle a eu cette vocation, même si maintenant les modèles sont moins utilisés, au moins de pouvoir donner accès à beaucoup d'élèves en PhD, en doctorat, et de leur donner accès à ces modèles, à cet entraînement, et de développer cette expertise qui sinon est difficile à acquérir. Et ce n'est pas non plus un hasard si la founding team de Mistral, chacun des chercheurs certainement les plus brillants de ce qu'on peut former en France, est passé invariablement par les grands labos de recherche privés pour pouvoir développer cette expertise et ensuite pouvoir fabriquer ses propres modèles. Donc à la fois, symétrie de talent, bien évidemment, et de ressources, de compute, c'est extrêmement important, parce qu'on a parlé effectivement beaucoup de régulation, mais ensuite il y a l'implémentation et la partie. Merci. D'autres questions? Oui. On a parlé de l'éthique et des différentes régulations qu'on voudra faire. Au niveau international, ça va être un peu compliqué parce que chaque partie va avoir des différentes préférences. Et donc ma question, c'est en général, comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on voudra qu'une intelligence artificielle fasse, parce que il y a beaucoup de questions sur, par exemple, est-ce qu'il faut ouvrir les modèles ou les laisser privés, est-ce que les modèles sont politiquement d'un côté ou de l'autre, comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre d'accord sur ces questions, est-ce qu'on peut chercher une approche plus expérimentale pour trouver une solution? Non, moi, je n'ai pas de réponse, en tout cas définitive là-dessus. Ça rejoint la coordination, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais il n'y a pas de raison. Enfin, tout le monde il y a intérêt en fait à converger, je pense, sur le long terme. Enfin, après, il peut y avoir des stratégies de compétition entre blocs. C'est souvent ce qui a été dit. L'Europe régule et puis les États-Unis innovent et investissent et gagnent de l'argent. Mais c'est un peu caricatural. Enfin, je pense que sur le moyen et long terme, tant qu'on a des gouvernements à peu près raisonnables, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il y a un intérêt collectif et mondial à converger vers des solutions qui sont acceptables et bénéfiques pour tous. Donc, sur le long terme, je suis plutôt contre. Mais par contre, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut effectivement être
au point sur les aspects techniques et puis aussi sur ce qui est bon pour la société. Et ça, évidemment, ça peut varier un peu d'un pays à l'autre et d'un système de gouvernement à l'autre, si on pense au niveau mondial. Merci. Et peut-être s'il n'y a pas de réaction, on peut passer à une dernière question. Peut-être juste pour revenir, je pense que sur ce point de la culture, c'est extrêmement important que du coup le processus soit très décentralisé, parce que c'est important de préserver la pluralité et la diversité culturelle en fonction des appréciations de chacun. Et donc dans ce cas-là, pour décentraliser, le meilleur moyen, certainement, c'est de faire une mais bon, je pense qu'on va pas ouvrir ce débat tout de suite. Très bien. S'il y a une dernière question, on va la prendre, sinon on peut s'arrêter là. Très bien, merci à... Et merci au public, c'est trop disponible. On peut clore une discussion assez informelle et je vais laisser l'honneur à Charvel d'annoncer la prochaine édition de ce cycle de table ronde, les dialogues culturels. Yes, alors il ne faut pas que je me trompe sur la date. La prochaine édition sera le 11 avril et ce sera donc le thème évaluer les IA à haut risque, défis méthodologiques et pratiques. Et nous accueillerons des membres de GISCAR, du LNE, Prism et Val, entre autres, au cours de cette discussion. Pour recouper des aspects intéressants de ce qu'on a abordé aujourd'hui. Bien, merci encore. Il y a un buffet dedans. Et on peut continuer la discussion Autour du informelle sur un buffet. Sauf pour du temps. Pour plus tard, on va devoir abandonner sans avoir pu parler de la question du... Merci.